Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. La semaine dernière, vous avez découvert le témoignage de Philippe Aubert. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de l'écouter avant de commencer cet épisode si vous voulez bien tout comprendre. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Aubert, la sœur de Philippe. Alors pour la petite histoire, après ma surprenante rencontre avec Philippe sur Paris, j'avais un petit sentiment de frustration. Je souhaitais en savoir plus sur son parcours et sa personnalité. Avoir la vision d'un de ses proches m'a semblé une évidence pour prolonger cette belle rencontre. Et si en plus je pouvais faire une petite surprise à Philippe en lui envoyant le témoignage, c'était gagné. C'est donc sa sœur que j'ai contactée pour lui proposer de me parler de son frère et elle a de suite accepté. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts à recevoir autant d'amour d'un coup. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation improvisée avec Marion Aubert. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. On ne se connaît pas, mais j'avais envie de vous recevoir sur le podcast car je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur la personnalité de Philippe et de connaître aussi votre point de vue de sœur sur son parcours atypique. Et je me suis dit qu'en plus de ça, ça pourrait lui faire une jolie surprise d'entendre sa sœur dans le podcast. Donc merci beaucoup. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire si vous êtes sa petite sœur, sa grande sœur, ce que vous faites dans la vie, dans quel coin vous vivez et nous résumer peut-être en quelques mots la relation que vous avez aujourd'hui avec votre frère. Merci Pauline déjà de me donner l'opportunité de parler de Philippe et de ma relation avec Philippe parce que c'est toujours un plaisir en fait que d'en parler, de témoigner. Donc je suis donc Marion, la petite sœur de Philippe Aubert. Je suis sa cadette de 3 ans de moins, donc j'ai 40 ans. Je vis dans le sud-ouest de la France, sur le bassin d'Arcachon. Je suis maman de 2 enfants. Je travaille dans une société de prestation de services où je suis directrice commerciale. Et donc j'ai une relation très très particulière et très forte avec Philippe. Particulière parce que en fait c'est forcément différent d'une relation fraternelle classique. On est effectivement des frères et sœurs, des vrais frères et sœurs. C'est vraiment mon grand frère, je suis vraiment sa petite sœur. C'était notamment très valable quand on était petit puisque on a eu la chance de pouvoir être élevés en grande partie ensemble, bien que nos parents aient divorcé, dans le sens où à l'âge de 11 ans, je suis partie vivre chez mon papa pour me rapprocher de mon frère qui était on va dire mon papa avait la garde de Philippe, mais Philippe était en internat. Et on a été scolarisés en fait dans le même établissement, qui est un établissement aujourd'hui très connu, qui s'appelle le lycée Toulouse-Lautrec. Je dis très connu puisqu'il y a une série sur TF1 qui est sortie l'hiver dernier sur ce lycée. C'est Fanny Riedberger qui l'a réalisé. Il se trouve que c'est une ancienne camarade de classe, c'est-à-dire qu'elle a vécu les mêmes années que nous à Toulouse-Lautrec, donc c'est assez fort pour nous. Donc du coup, on a une vraie relation fraternelle d'enfant où j'étais une vraie chipie avec mon grand frère. On se disputait, on jouait beaucoup ensemble, on rigolait beaucoup ensemble. On avait des passions communes qui étaient notamment les jeux de société parce que du coup, jouer avec Philippe, tout était possible. Quand on est enfant, on n'a pas de barrière et l'imagination est tellement importante chez un enfant qu'on pouvait même jouer à la marchande. Et je faisais déjà les questions et les réponses avec lui. On n'a pas toujours eu un mode de communication classique puisque je ne savais pas forcément lire et écrire avant un certain âge, mais j'ai toujours réussi à comprendre ce qu'il voulait me dire.
Et pour ça, j'ai pas mal de petites anecdotes croustillantes. Et puis, comme les frères et sœurs qui s'entendent bien enfants et qui ont des communs à partager, comme voilà, l'école, les copains, les copines, les souvenirs, les cousins, les cousines, les vacances, eh ben, on a réussi à grandir ensemble, bien qu'on ait des univers très différents. D'abord parce que, on n'a pas évolué, dans le même monde professionnel, parce que, aujourd'hui on vit pas dans la même région, parce que moi je suis maman et qu'il est pas papa. Enfin voilà, comme si on était, 2 frères et sœurs, valides avec, des destinées un petit peu différentes, mais pour autant, on est très proches, dans le sens où, on s'aime énormément. Philippe le dit beaucoup plus que moi parce que Philippe, c'est quelqu'un qui, bien qu'il n'ait pas l'usage de la parole, exprime, très très fortement et il sait toujours trouver les mots justes et il sait dire aujourd'hui aux gens qu'il les aime et il est très démonstratif, au travers de ses mots, donc c'est extrêmement touchant. Je pense que je suis un petit peu plus sur la retenue, mais c'est aussi l'occasion, que vous nous donnez, Pauline, à tous les 2 au travers de cette petite surprise, de lui exprimer à mon tour et ça y est, je suis émue, à quel point, à quel point je l'aime et à quel point, je suis tellement fière de tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, en fait, pour lui-même déjà, depuis toujours parce qu'en fait, il c'est vrai qu'il dépasse toujours des limites et en fait, il y a tellement de gens, valides qui s'imposent des limites et qui les dépassent jamais et lui, en fait, il arrive tellement à nous montrer un exemple que je suis vraiment fière de son parcours et de la force qu'il y met. Mais après, au-delà de ça, en fait, ce que je trouve formidable dans tout ce qu'il fait et dans tous les combats qu'il a toujours menés et qu'il continue de mener, c'est qu'il le fait pas que pour lui. Il le fait avant tout pour les autres, pour effectivement montrer l'exemple, mais je crois pas qu'il cherche uniquement à être un exemple. Je crois vraiment qu'il cherche à ouvrir des portes, quoi, tout simplement. À ouvrir plein de portes et à tracer des routes, déjà tracées par d'autres, mais à enfoncer encore plus les portes ou, à servir aussi de témoignage. C'est important le témoignage dans la vie. Donc voilà, du coup, je suis très fière et puis c'est vrai que, en fait, on a tendance à toujours culpabiliser quand on est, valide soi-même et qu'on a une personne en situation de handicap dans son entourage. Moi, j'ai heureusement dépassé ce cap-là, d'autant plus que et dans la vie, des fois, la vie est particulière, mais j'ai un petit garçon qui est également en situation de handicap, très différent. Mais du coup, il m'apporte aussi encore beaucoup au quotidien parce qu'au travers de de ses réflexions, de ses écrits, des discussions qu'on peut avoir, des relations qu'il a parce qu'en fait, grâce à ses activités, diverses et variées dont il a dû vous parler, il est amené à faire partie de conférences, très passionnantes, sur des questions de sociologie, d'éthique, autour de la question de la personne en situation de handicap. Donc, moi, ça vient faire écho aussi à ce que je vis, non plus qu'en tant que petite sœur uniquement, mais aussi en tant que maman et en tant que citoyenne. Donc du coup, c'est renforcé, vraiment par ça. Voilà pour l'introduction, hein, peut-être un peu longue. Merci Marion. Je crois qu'il y a déjà 3 de mes 10 questions qui ont été répondues sur la première question. Bon voilà. Mais c'est génial et je pensais qu'on allait verser une larme un peu plus tard dans la discussion. Mais du coup, c'est parfait, c'est au-dessus de mes attentes. Donc il y a plein de questions qui me sont venues lors de cette introduction qui était très complète. Du coup, vous avez parlé à la fois de Philippe et puis de votre fils. Qu'est-ce que selon vous vous apporte la présence du handicap en fait dans votre vie, dans votre façon de voir les choses? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors c'est vrai que, comme ça assez spontanément, je me dis que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la force. En fait, j'ai été élevée comme ça par mes parents à faire de cette, entre guillemets «faiblesse» une force. Donc, je me sens en fait plus armée que d'autres parce que quand on vit qu'on évolue avec une difficulté,
émotionnelle, administrative, logistique. Bah, du coup, on choisit, en fait, qui on a envie d'être et si on est plus fort face à ça ou si au contraire on se sent affaibli. Donc moi, c'est ce que ça m'apporte au quotidien. Après, il y a ce qu'on essaye d'en tirer aussi comme leçon. C'est, moi, petite et encore aujourd'hui, surtout par rapport au handicap de Philippe, mais même quand je vois les difficultés de mon fils, mais c'est différent. Je me dis juste des petits rappels à l'ordre, en fait. Je me lève le matin, si jamais j'ai un mauvais mood, eh ben, je vais me dire, non, mais en fait, juste regarde-toi 2 minutes, toi, tu as tes jambes, tu as tes mains, tu as l'usage de la parole, tu es en bonne santé, t'as pas de difficultés majeures. Donc, en fait, hop, allez, une petite claque et on fonce, on y va, quoi. Donc, c'est ce que d'autres parents font en emmenant, par exemple, leurs enfants dans des voyages initiatiques dans des pays en difficulté où on fait un rappel à l'ordre. Ma mère l'a fait même avec moi. Non pas que j'avais spécialement besoin d'un rappel à l'ordre, je l'avais au quotidien à l'école, mais elle s'était dit que c'était bien de m'emmener en Afrique noire et d'aller voir vraiment ce qu'était la pauvreté et les gens qui n'étaient pas dans la société de consommation. Et c'est vrai que c'était bon. Donc voilà, dans ce même état d'esprit. Voilà ce que ça peut, je dirais, m'apporter au quotidien. Et si on revient à l'enfance, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris conscience que votre frère était peut-être un peu différent par rapport à un autre frère? Alors, c'est une bonne question parce que les souvenirs d'enfance, c'est toujours particulier. Comme je suis sa petite sœur, c'est ce que je dis toujours, moi, je suis née avec le handicap. Donc, je ne sais pas ce que c'est que de vivre sans le handicap. Je suis complètement née avec et je pense que je l'ai certainement, forcément, toujours intégré. Après, si je dois remonter à certains souvenirs de prise de conscience, c'est le regard des autres. C'est, moi, ça faisait partie de mes références, de mon référentiel. Et quand on commence à sortir en extérieur et qu'on commence à comprendre qu'on nous regarde différemment parce que quand il y a Philippe et quand il n'y a pas Philippe, qu'il y a des regards insistants, qu'il y a des questions, c'est là où je pense que c'est la première prise de conscience. Et puis après, il y a, quand on est enfant, il y a le sentiment des fois de gêne, voire de honte. Et je l'ai ressenti, moi, à plusieurs reprises, mais je me souviens notamment à l'école. C'était encore, j'ai 40 ans, donc la petite école, si mes souvenirs remontent à peut-être l'âge de 4 ans, c'était il y a donc un peu plus de 35 ans. Les personnes handicapées sortaient moins que maintenant, on les voyait moins avoir des activités. Donc nous, on était toujours les pionniers, en fait. Les gens étaient souvent étonnés de nous voir dans les transports en commun qui étaient évidemment à l'époque absolument pas adaptés. Ils étaient étonnés de voir Philippe faire du cheval, nager, faire du ski. Parce qu'il faisait déjà à cette époque-là des choses exceptionnelles de par la nature de son handicap. Donc oui, le regard des autres était forcément présent et des fois gênant. Et est-ce qu'il y a eu des différences dans la façon dont vos parents vous ont élevé du coup? Bien sûr, en fait, C'est déjà, je inévitable, non? demandais, c'est inévitable. Enfin, en plus, je peux le dire aujourd'hui, vu que j'ai la même situation. Je suis maman de 2 enfants, dont un qui est en situation de handicap et qui nécessite plus d'attention. Donc, on essaye de pas faire de différence, mais il y a nécessairement des différences. D'abord parce qu'on est obligé d'accorder plus de temps à l'enfant qui a des besoins spécifiques, parce qu'on adapte aussi les choses. Alors, pour Philippe et moi, Philippe, c'est un handicap moteur. Donc, ça nécessite plus de temps, en fait. Le temps de lui donner à manger, le temps de faire sa toilette. Moi, en fait, forcément, je suis devenue très vite autonome. Maman me dit souvent que j'étais encore plus autonome que les enfants qui sont des fois les cadets et qui montrent de l'autonomie parce qu'en gros, moi, elle me disait, en fait, ma cocotte, t'as pas le choix. Là, il faut qu'on s'occupe de ton frère. Donc toi, tu vas apprendre à vite mettre tes chaussettes toute seule, à manger toute seule. Voilà. Donc cette différence, elle se fait là. J'anticipe peut-être la deuxième question. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir mal vécu sur cette partie-là parce qu'en fait, j'étais très contente d'être autonome. Ça m'a obligée à être autonome et ça n'a jamais été un souci. En tout cas, dans la façon dont c'était présenté, ça posait pas de problème. Après, la différence, elle arrive un peu plus tard où
on a le sentiment que nous, on n'a jamais le droit à l'erreur quand on est valide parce que nous, on n'a pas en gros, on n'a pas de droit de poser des problèmes dans la famille parce que il y a déjà suffisamment de problèmes avec l'aîné qui a son handicap. Et puis après, il y a la phase de il faut quand même t'occuper de ton frère. Donc, quand on est ado et qu'on a envie d'avoir une relation fraternelle classique, il y a des fois, j'ai envie de voir mes copines sans forcément emmener mon frère dans mes soirées ou ce genre de choses, en fait. Donc, et la différence, elle est là. C'est qu'un parent n'aurait peut-être pas imposé à ses deux enfants valides de sortir ensemble, d'avoir des activités communes, alors que moi, il fallait que j'intègre davantage mon frère. Et je me souviens d'une période de mon adolescence où j'avais pas forcément tout le temps envie de ça. Je comprends. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'anecdotes croustillantes. Est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes dont vous avez envie de nous parler à propos de Philippe ? Oui, alors la première anecdote, il y a en fait, on était en voyage en Hongrie. On avait fait un voyage assez incroyable avec mon papa, tous les trois, en voiture. On a traversé donc l'Allemagne et l'Autriche. Et donc à l'époque, je commençais un petit peu le consonne-voyelle, mais le système de consonne-voyelle avec Philippe, il faut pas être dans le noir. Il faut être face à lui pour déjà savoir si effectivement c'est une consonne ou une voyelle, c'est une consonne du haut ou une consonne du bas. Et donc on était dans un hôtel en Allemagne. Donc, on avait une chambre qu'on partageait tous les deux et mon papa était dans une autre chambre de l'hôtel, à côté certainement. Et on avait un système le soir dans le noir où je lui disais, Philippe, si tout va bien, tu me dis oui. Tu fais du bruit pour me dire oui. Et si ça va pas, tu fais pas de bruit. Et comme ça, je saurais que c'est non. Et donc, à un moment donné, je lui demande si ça va. Et donc, et comme ça n'allait, ou alors c'est l'inverse, je sais plus, mais comme ça n'allait pas, il fait pas de bruit. Donc moi j'insiste, mais il faisait pas de bruit parce que lui, je lui avais donné le code que si ça va pas, on fait pas de bruit. Donc j'allume la lumière et là, plus de Philippe dans le lit. Donc moi, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, prise de panique, Philippe a disparu. Donc j'accours vers la chambre de mon père en hurlant dans l'hôtel, Philippe a disparu, Philippe a disparu. Donc là, mon père, je pense, a été pris entre un moment de panique et un moment de fou rire parce que Philippe ne peut pas disparaître comme ça, il peut pas s'échapper. Mais il y avait quand même un truc un peu incroyable. Et en fait, il était tombé de son lit entre le mur et le lit. Et en fait, lui, hyper carré dans notre façon de communiquer, non, ça n'allait pas. Il était tombé, donc il faisait pas de bruit. Donc voilà, c'était le truc. Donc ça a fini en gros fou rire. Et encore maintenant, quand on se le raconte en repas de famille, c'est gros fou rire. Donc ça, c'est la première anecdote. Après, est-ce que j'ai des anecdotes... Il s'est pas fait mal au moins? Non, en fait, il a toujours eu très peur de tomber du lit. Il avait dû se cogner un peu, mais voilà, c'était une anecdote rigolote parce qu'on était tellement pris dans notre système de communication et surtout lui qu'en fait, il aurait suffi qu'il fasse du bruit. Bon, en fait, je me serais peut-être dit, il fait du bruit, c'est que tout va bien et je l'aurais laissé par terre parce que sans savoir qu'il était par terre. Donc l'un dans l'autre, il a eu raison de suivre sa stratégie, mais bon, voilà. C'était assez rigolo. Et après, il y a des anecdotes qui sont moins drôles, mais dans le même état d'esprit, Philippe, il a une présence, en fait, quelle qu'elle soit. Et oui, c'est mon grand frère. Et oui, c'est peut-être plus moi qui suis protectrice avec lui parce que forcément, de par le fait que c'est plus à moi qui ai la capacité de m'occuper de lui, il a quand même toujours été très protecteur. Et une anecdote, c'est qu'un soir, on était dans notre maison de vacances en Vendée. Mon papa a dû s'absenter pour aller chercher une amie à la gare. Il devait faire un aller-retour et ça devait être très rapide. Et en fait, ça a duré plus longtemps que prévu parce que je crois que son ami était malade, il a fallu chercher une pharmacie de garde. Et donc là, on était très, très, très stressés. On était petits, hein. Moi, j'avais, je pense, 5 ans. On était extrêmement stressés d'être tout seuls dans cette maison isolée à la campagne. Bon, les gens qui vont nous entendre vont dire ce père est fou de laisser une petite fille de 5 ans avec son frère handicapé la nuit. Et du coup, on a eu très peur tous les deux, mais on s'est énormément soutenus. Moralement, bien que lui ne pouvait pas me parler, en fait, j'ai compris à ce moment-là que j'étais pas toute seule, que quand il était là, j'étais pas toute seule, quoi. Et je pense que j'aurais pu faire une syncope si j'avais été toute seule. Et je pense que mon père m'aurait pas laissé toute seule petite fille s'il n'y avait pas eu mon frère. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais un grand frère, moi aussi, quoi. C'est émouvant. Du coup,
Peut-être que ça rejoint sur l'épisode du lit, mais ma question c'était quel est le meilleur souvenir que vous avez avec Philippe? Des bons souvenirs, on en a plein. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir les remonter à l'enfance, mais alors si, hem, ouais, en fait, c'est à l'adolescence, donc on allait en vacances en Bretagne, avec notre famille, nos cousins, nos cousines Philippe a passé un cap à un moment donné. En fait, au début, il voulait pas trop sortir avec ses cousins, ses cousines et nous, comme s'il s'autorisait pas, en fait, à avoir le droit d'être jeune comme les autres. Et puis, à un moment donné, à force que les cousins, surtout, l'incluent avec nous tous, il a passé ce cap de l'acceptation et même du plaisir. Et on a fait des trucs fous. Et notamment, un soir, on est tous allés en boîte de nuit. On a fait ce que tous les jeunes font. On est allés tous en boîte de nuit. On a festoyé. Bon, Philippe a jamais bu d'alcool. Il aime pas ça et il buvait pas à l'époque. Mais on est sorti de la boîte de nuit au petit matin à la fermeture de la boîte de nuit et on est passé à la boulangerie qui était même pas encore ouverte mais où les croissants étaient en train de se préparer et on a acheté des pains au chocolat et des croissants qu'on a tous été manger sur la plage au lever du soleil. Et en fait, c'était un moment pareil, hyper fort parce que je voyais à quel point il était heureux, d'être avec nous et en fait d'être un adolescent, comme les autres. Et moi aussi, c'était un moment merveilleux parce que, j'avais aucun poids. J'avais des fois ressenti le poids de son handicap et là, pas du tout. En fait, il était, tellement accueilli aussi par les autres membres de la famille que, ça reposait pas sur moi. Pour une des premières fois, je ressentais que ça reposait pas sur moi, que tout le monde en fait, prenait en charge. Il y avait en plus un jeune homme qui l'accompagnait, donc qui assurait la partie, logistique, mais les garçons, les cousins qui étaient plus forts que moi, le portaient, enfin et du coup, c'était un super souvenir et je sais qu'il s'en souviendra comme si c'était hier et que limite on aurait envie de remonter la machine du temps et revivre ces moments un peu d'insouciance, en fait. Oui, j'allais dire, c'est vraiment un moment d'insouciance et de sentiment de liberté, je pense, qui est C'est assez ça. rare quand on est en situation de handicap. Finalement, tout ce qui est spontanéité, un peu improvisation, c'est plus difficile à mettre en place. C'est ça, exactement et puis de braver comme tous les jeunes, certains interdits, de rentrer à pas d'heure, de rentrer, de pas faire de bruit dans la maison pour pas réveiller la mamie qui dort encore, de pouvoir, se coucher, avec ses cousins et pas avec, son père. Enfin voilà, de vivre un moment de liberté d'adolescent. On va parler quand même un peu des choses qui fâchent. Pouvez-vous me dire quelle est la plus grande qualité, mais aussi le plus grand défaut de votre frère? Alors, sa plus grande qualité, je dirais que c'est l'altruisme. En fait, Philippe, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourné vers les autres. Ça a pas toujours été le cas. Pareil, je pense qu'il a dû apprendre à passer un cap, de ne pas être, centré que sur sa personne et en fait, il est devenu du coup, presque jusqu'au boutisme, de l'altruisme, où il est toujours très soucieux des autres, il est toujours inquiet de savoir si on va bien. Il oublie jamais les dates importantes comme les anniversaires, pour mes enfants, par exemple, bon, bah, c'est le seul et unique tonton, mais on a des tas d'amis, la famille et c'est toujours le premier à la première heure qui va penser à l'anniversaire de ses neveux et nièces. De toute façon, il a un rapport aux dates, très fort. Il va régulièrement, voilà, prendre des nouvelles. Il a un nombre d'amis, c'est incroyable et parce qu'il sait aussi cultiver l'amitié. Donc je dirais vraiment altruiste et son plus grand défaut, maniaque. Il est hyper maniaque et il est capable de vous répéter 30 fois: «Est-ce que tu as bien rangé, le carnet dans mon sac?» «Mais oui, il est bien rangé à sa place, mais est-ce que tu es sûr?» et il va reposer la question 30 fois. Avec moi, j'ai pas trop de sujets, mais je sais qu'il va le faire avec, ses auxiliaires de vie, avec mes parents. Il va leur rabâcher, 15 fois les mêmes choses, donc ça nous fait rire au bout d'un moment. Mais il faut que les choses soient vraiment à leur place. Alors c'est un défaut et c'est la qualité de son défaut, c'est que de par en plus son handicap, il est obligé de hyper verrouiller les choses puisqu'il fait faire aux autres, et qu'il peut pas faire lui-même. Donc ça vient certainement de là, mais voilà, il se reconnaîtra aussi, dans ses petits travers. Il a un peu du coup, on se moque de lui, des fois, il est un peu vieux garçon, quoi. Il a aussi ses petites habitudes. On mange d'abord le yaourt avant de manger la crème au chocolat, ou voilà, des choses dans l'ordre. Un côté très organisé. Ah oui, tout à fait. Tout est, très bien rangé dans sa tête. Il a des cases pour tout.
Vous l'avez un petit peu évoqué au début, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans le parcours de Philippe? C'est tout ce qu'il a réussi à surpasser, en fait. C'est-à-dire, en fait, Philippe, il y a eu un moment de sa vie où il était, replié un peu sur lui-même, où il avait un manque un peu, d'ambition, où, finalement, il voulait aller un peu à la facilité de centres qui existent pour les personnes handicapées, où on leur apprend uniquement à devenir un petit peu autonome dans leur appartement, mais où, on n'envisage même pas de parcours professionnel, d'activité intellectuelle. Mais c'est le système aussi qui voulait un peu l'enfermer, le mettre dans des cases et il a réussi à se surpasser, à dépasser, tous les obstacles qui étaient mis sur sa route, à les franchir alors qu'il n'avait pas l'usage de la parole et qu'il n'avait pas beaucoup de moyens avec lui. Donc c'est ça que j'admire le plus, c'est, d'être toujours fonceur et de ne jamais en fait, se résigner à des non, à des «c'est pas possible», à toujours se dire: «Bah non, en fait, tout est possible». À passer ces caps-là en fait et jusqu'à en faire, un vrai cheval de bataille. Je crois que maintenant, il suffit qu'on lui dise: «Non, c'est pas possible» pour qu'il dise: «Ah ouais? OK, on va voir, c'est pas possible». Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, ce serait facile de vous dire, je le rendrais valide. Je sais même enfin si, bien sûr, je le rendrais valide, ça va de soi. Mais si je devais vraiment changer une chose, je lui donnerais la parole. À la limite, si on me disait: «Bah non, faut pas non plus penser que la baguette magique fait, des trucs dingues, mais elle peut changer une seule chose chez Philippe», ce serait l'usage de la parole. Je suis intimement convaincue que tout aurait été plus facile et tout serait encore plus facile si il pouvait parler. J'essaye des fois de me mettre à sa place. Je me dis que moi aussi demain, il peut m'arriver un accident de la route, je peux me retrouver, clouée dans un fauteuil, mais je pense que le plus dur, serait de ne pas pouvoir parler. Et notamment dans les interactions avec les autres, c'est compliqué d'être considéré quand vous parlez pas. C'est un effort énorme pour lui, de pouvoir, faire entendre, sa voix, sa parole, ce qu'il a envie de dire. D'abord, il faut se mettre à son mode de communication ou sinon pour lui, c'est quand même un gros effort que de devoir préparer les choses et de les écrire, sur sa synthèse vocale avec ses yeux pour qu'ensuite la synthèse vocale retranscrive ce qu'il a écrit. Donc sans hésitation, la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de son témoignage, ou du vôtre, ou des deux? De son témoignage que toute vie mérite d'être vécue. Très clairement, voilà, parce que, j'ai entendu dire dans notre parcours des fois des pas des gens méchants, hein, mais des gens, ignorants. «Ah, est-ce qu'il aurait mieux pas fallu, qu'il vive pas?» Oh quelle vie pour lui, pour vous». Bah, non, en fait, sa vie, elle mérite, 15 000 de fois d'être vécue, en fait. Bien sûr qu'il fallait qu'il vive. Hem, Bien sûr qu'il fallait qu'il existe et que, et qu'il fasse tout ce parcours et qu'il rencontre tous ces gens et qu'en fait, rien que son témoignage, en fait, doit être une trace et il l'a déjà laissé avec son livre. Il a commencé avec son livre, ça se poursuit grâce à, des tas de gens comme vous, Pauline, qui lui donnaient la parole et qui l'a diffusée. Voilà, c'est des témoignages, qui permettent à d'autres, de changer leur regard effectivement, de peut-être ces gens qui se seraient dit à un moment dans leur vie: «Ces gens-là, il vaudrait mieux qu'ils vivent pas», qui se «Bah si, en fait, il a une vie extraordinaire et en fait, il a une vie, 15 millions de fois plus passionnante que 80 de la population». C'est triste à dire, mais moi, rien quand je vois, des fois, les gens que je croise dans mon parcours de vie professionnelle, de vie familiale, de vie amicale, je me dis: «Mais lui, il a une vie qui est 10 fois meilleure malgré les difficultés, parce qu'il est tellement intelligent, parce qu'il est tellement intéressant, il est tellement intéressé et curieux». En fait, c'est ça la curiosité qu'il a, Philippe, c'est ça une de ses, autres qualités. C'est pour moi l'intelligence, elle passe déjà par la curiosité et il est curieux de tout.
Donc il a une soif de vivre et en fait, il va, partir un jour de ce monde comme nous tous, tellement enrichi de rencontres, de voyages, d'échanges, il que je trouve c'est ça la plus grande fierté en fait, et le plus beau témoignage. C'est qu'il a pu répandre, des tas de choses autour de lui et lui-même, a pu se nourrir de toutes les rencontres qu'il a pu faire et qu'il fait encore actuellement. Oui, c'est vrai que vous avez mis l'accent sur le fait que pour lui, évidemment que sa vie mérite d'être vécue et je le suis sur les réseaux sociaux et je me demande comment il fait pour autant bouger et même quand je suis allée chez lui, j'ai vu son emploi du temps affiché au mur et il a un emploi du temps de ministre, je sais pas comment il tient le rythme. Donc donc c'est sûr qu'il fait 1000 choses et il rencontre 1000 personnes, mais aussi d'un point de vue plus égoïste, sa vie évidemment qu'elle vaut d'être vécue parce qu'il laisse une trace dans chacun de nous. Moi voilà, la rencontre que j'ai avec lui, voilà, j'espère garder contact et c'est quelque chose qui c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire, je pense, toute ma vie. Donc c'est pas juste pour lui, c'est aussi pour nous et le message qu'il diffuse et C'est ça, vous savez, il y a ces espèces de pubs qui sont sur les réseaux sociaux, sympas, le t-shirt, si t'as pas un Sam dans ta vie, tu rien. Bah, c'est ça, si t'as pas un Philippe dans ta vie, t'as rien, mais c'est dommage parce que tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Philippe peuvent se dire, «J'ai un petit filou moi aussi quelque part dans ma tête», qui, vous savez, quand on a le petit ange et le petit démon, bah là, c'est le côté petit ange qui vient dire, dans des moments où je vous disais, on a un mauvais mood, on est un peu triste ou on a un coup de mou, de penser à lui. Alors, bien sûr, on peut penser à toutes les misères du monde pour aller mieux, mais c'est vrai qu'il peut vite rebooster en se disant, bah regarde, lui, il se plaint pas ou très rarement, et moi à côté, j'ai tellement de chance et en même temps, bah, quand on parle de sa vie, moi sincèrement, mon frère a une vie 10 fois plus passionnante que la mienne. Vraiment, beaucoup plus riche. Non mais c'est vrai, moi des fois je l'envie. Non mais moi je le pense sincèrement, je me dis, d'une certaine manière, bah, grâce à son handicap, il fait des choses qu'on fait pas forcément quand on est obligé, et qu'on est dans un schéma plus classique de, bah, je fais mes études, j'ai un bon travail, j'ai une petite carrière, je me marie, je fais des enfants et voilà, parce que du coup, il a une vie extraordinaire. C'est une personne extraordinaire au premier sens du terme qui mène une vie extraordinaire au premier sens du terme et au deuxième sens du terme. Voilà et c'est ça enfin, c'est au moins cette chance-là, qu'il a créée. bon, c'est beau, je pense que vous êtes sa plus grande fan et c'est beau de recevoir autant d'amour. Ça fait du bien, là. Je suis rechargée à bloc. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Alors, à moi, personnellement, ou à Philippe et moi? J'ai volontairement laissé la question assez ouverte. Vous pouvez répondre aux deux, à votre relation frère et sœur, à vous personnellement. Ça peut, voilà, je sais pas. Alors, on peut nous souhaiter que notre relation soit toujours aussi forte et fusionnelle, mais en même temps, je n'en doute pas une seule seconde. Donc, en fait, notre relation, elle sera forcément de plus en plus forte parce qu'on va vieillir ensemble et qu'on n'est que deux. Et que, on pourra compter que l'un sur l'autre, on est un peu préparé à ça, même si on n'y est jamais vraiment préparé, mais on a des parents, forcément comme tous les autres parents qui prennent de l'âge, qui sont très, très, très présents pour nous 2 et on compte sur eux pour rester encore le plus longtemps possible. Donc c'est ce qu'on peut nous souhaiter parce que ça compte beaucoup pour nous, cet équilibre. Mais voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est, ensuite, de toujours pouvoir compter l'un sur l'autre, quoi. Et à moi, honnêtement, comme beaucoup de mamans, on espère, vivre le plus longtemps possible, surtout quand on a des enfants qui ont des difficultés en se disant, «Si je suis plus là, comment mon enfant va faire pour vivre sans moi?» C'est un peu comme mon 3e enfant, mon frère. J'espère aussi, moi, je fais toujours très attention, à ma santé, à ma vie en me disant, «J'ai pas le droit, il peut rien m'arriver, c'est pas possible parce qu'il y en a un qui compte sur moi et qui aura toujours besoin de moi». C'est vrai que ça serait un vaste sujet de discuter de tout ça, là, de tout à l'heure, de la culpabilité, presque le fait de pas avoir droit d'être malheureuse ou moins en forme parce que, y a toujours pire que nous. Et aussi le fait de pas d'être
de s'obliger à être parfaite et de jamais avoir de problème parce que il faut gérer d'autres choses beaucoup plus graves et tout ça. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, quoi. Ça a l'air d'être un poids, c'est à la fois beaucoup d'amour, beaucoup de choses, une richesse énorme, et à la fois un poids assez conséquent sur les épaules, quoi, en tant que sœur. En tant que sœur et en tant que maman, de fait, oui, en tout cas, j'aime pas trop le mot poids, mais oui, on peut pas faire semblant. Oui, je suis pas Wonder Woman, et oui, on peut pas faire semblant. Oui, on grandit et on vit en se disant, j'ai une responsabilité, bien sûr. Mes parents comptent sur moi, Philippe compte sur moi, et c'est normal. Et du coup, oui, je peux pas me dire, je pars vivre à l'autre bout du monde. Oui, quand on a un frère qui est valide, on lui dit, tu viendras me voir. Enfin, je peux le faire en ce moment, mais un jour, il faudra revenir. Ou alors le rapatrier là où je vais. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai quand même quitté la région parisienne, ce qui était déjà un grand pas. Donc, je suis loin géographiquement de lui. Mais on organise tout pour se voir finalement au moins aussi souvent et mieux. Et un jour surtout qu'il puisse assurer ses vieux jours de retraité aux côtés de sa vieille sœur sur le bassin d'Arcachon. Et c'est quoi votre moyen de communication privilégié en ce moment ? Quand on est à distance, c'est le SMS, bien sûr. Et quand on est ensemble, c'est consonne-voyelle. Moi, je fonctionne qu'avec consonne-voyelle. Pour le coup, je suis presque née aussi avec consonne-voyelle. Ok. Merci infiniment, Marion. Ce petit entretien était improvisé et j'en suis vraiment ravie. Je ressors remplie d'amour et d'émotion. Et voilà, ce qui me vient à l'esprit, ce qui est sûr, c'est que Philippe est une personne extraordinaire. Mais je crois, avec le peu que je viens de vous connaître, que vous aussi, vous êtes une personne extraordinaire. Et donc, j'espère que vous en avez conscience. Merci Pauline, vous êtes adorable et vraiment encore une fois merci de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours et merci aussi de m'avoir donné l'occasion de pouvoir apporter ce témoignage et ce témoignage d'amour pour mon frère. Mais avec plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour en vrai. Avec grand plaisir. Toutes les deux dans le sud et avec Philippe. Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, hâte de pouvoir écouter aussi du coup le témoignage de Philippe. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Marion et Philippe pour leur confiance et à Christophe pour son enthousiasme et pour l'organisation. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes vacances. J'en profite pour vous remercier à tous pour vos écoutes et vos retours toujours très bienveillants et chaleureux. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'on se retrouve le 1er octobre pour découvrir de nouvelles personnalités remarquables. À très vite, bel été!